Les micros sont activés et normalement, cette fois-ci, vous nous voyez dans toute notre gloire et sans problème de connexion. Bonjour tout le monde. Eh ben, bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode du Salon de thé. Je suis navrée pour le premier. Je suis passée, pour ceux qui veulent tout savoir, par Streamlabs OBS et ça a été une catastrophe. Donc on s'est promis avec Valentine qu'on ferait un nouvel épisode parce qu'elle est bien trop merveilleuse pour laisser passer ça. Merci à nouveau au Café des Sciences de me permettre d'être ici aujourd'hui, accompagnée du merveilleux, du glorieux, vous le connaissez tous, Sébastien Carassou de la chaîne Le Sense of Wonder. On va parler avec... Je vais rougir. Tu es déjà tout rouge. On va parler avec lui aujourd'hui de la beauté des sciences, de l'émerveillement et de pourquoi c'est trop bien d'être communicateur scientifique. Pourquoi est-ce que ça procure tant de plaisir d'exercer et de nourrir sa curiosité. Monsieur Carassou, vous êtes docteur en astrophysique, youtubeur sur la chaîne Sense of Wonder avec Étienne Le Dolé, mais vous faites aussi d'autres choses. Avant ça, je propose aux personnes qui nous regardent, je l'espère avec une bonne connexion, parce que je vois un petit carré qui devient jaune en bas de mon écran, je vais essayer de pas y faire attention, de découvrir ta chaîne, et ensuite on va pouvoir discuter. Elles éructent en permanence des flux de particules chargées qu'on appelle des vents stellaires. Lorsqu'ils rencontrent le gaz environnant, ces vents stellaires forment des ondes de choc qui creusent des cavités dans le nuage et le sculptent au fil des millénaires. D'ici une centaine de milliers d'années, la plupart du gaz et de la poussière de la nébuleuse sera éjectée par ce processus. Il ne restera alors du nuage initial qu'une collection d'étoiles éparses, entourées de rares filaments de gaz. À l'échelle des temps cosmiques, les nébuleuses ne sont donc que des paysages éphémères. Mais à notre échelle, cela nous laisse tout le temps de profiter du spectacle, à travers l'oculaire d'un télescope amateur, dans la tiédeur d'une douce nuit d'été. N'est-il pas merveilleux? C'est donc Sébastien de la chaîne The Sense of Wonder. Je vais te proposer de te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas encore reçu la lumière de ta gloire absolue. Est-ce que tu pourrais... Voilà, j'ai décidé que j'allais balancer tous les superlatifs que j'avais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu d'où tu viens, quel est ton background? Ok, alors d'où je viens alors géographiquement, je viens de La Réunion. Et académiquement, je viens de l'astrophysique. Donc moi, j'ai fait des études d'astrophysique qui se sont terminées par un doctorat en évolution des galaxies. Donc j'ai passé 3 ans à étudier l'évolution des galaxies. Mon job, c'était de faire des fausses images de télescope avec plein de galaxies dedans et de les comparer aux vraies images pour savoir si on avait bien compris l'évolution des galaxies. Et donc ça m'a plu pendant 3 ans. Et à la fin de ma thèse, j'ai quitté le monde de la recherche pour me consacrer à la vulgarisation scientifique, qui était quand même une passion depuis avant ma thèse, à peu près. J'avais commencé par un blog qui s'appelait Le Sense of Wonder. En 2015, quand les chaînes de vulgarisation scientifique ont commencé à exploser, j'ai décidé de me lancer avec Étienne Le Dolé. Et puis ça a plutôt bien marché. Donc on a continué l'aventure jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est mon métier, c'est aussi ma passion. Donc c'est aussi mon hobby. Donc je fais pas grand chose d'autre. Et il me semble, si je ne m'abuse, que tu participes aussi à d'autres collaborations, le Vortex, entre autres, String Theory. Alors non, non le Vortex, non, pas le Vortex. C'est pas grave. The shame. Mais c'est pas grave. Oui, j'ai bossé avec String Theory pendant 1 an sur une émission qui s'appelait Astro Stylé, où l'idée c'était de vulgariser l'astronomie avec l'angle de l'image. Donc voilà, on a des belles images en astronomie et donc de partir de ces images pour pouvoir en générer quelque chose, de raconter des histoires, de défiler des histoires. Donc j'ai bossé avec eux pendant 1 an. J'ai aussi bossé avec la fondation La Main à la Pâte pendant un petit moment, où j'ai fait une série qui s'appelle Billes de Science. Enfin, j'ai participé à une série qui s'appelle Billes de Science, où l'idée c'est de produire du contenu pédagogique à destination de profs de collège et de primaire, pour des profs qui voudraient faire des activités avec leurs gamins. Donc c'était très sympa aussi. C'est pour un autre public, mais ça permet de diversifier un petit peu ses approches. Et puis voilà, sinon je donne des conférences un petit peu partout, j'écris des bouquins, j'essaie de raconter des histoires là où on me laisse raconter des histoires, voilà.
Je fais des lives aussi de temps en temps maintenant. Il paraît que c'est un truc qui se fait en ce moment. Je suis désolée à tout le monde, j'avais essayé d'intégrer un chat, mais manifestement, il veut pas se mettre sur l'écran. Vous découvrez toute l'amplitude de mes compétences techniques. On va poursuivre, c'est pas grave. De toute façon, le principal, c'est que vous voyez le Karasu. On va parler aujourd'hui, donc, comme je vous l'ai dit, d'émerveillement. On va parler de l'exploration du monde, du plaisir de découvrir. On va pas tellement se pencher sur la science de l'émerveillement, il me semble que Sébastien va vous en parler un petit peu. Mais je pense qu'on va surtout essayer de vous parler de nos expériences, des choses qui nous émerveillent dans les sciences et de ce que la beauté apporte à la recherche et à la communication scientifique. Notre but n'est absolument pas d'être exhaustif, donc n'hésitez pas à partager dans le chat vos propres découvertes, vos suggestions, pour qu'on ait tous de quoi s'occuper pendant le confinement. Et on espère que durant cette heure, vous allez découvrir de nouvelles sources d'émerveillement et partager avec nous un peu de cette magie qui fait qu'on aime tellement notre métier de communicateur scientifique. Je vais ajouter une subtilité avant qu'on poursuive. Il y a beaucoup de fantasmes qui entourent les sciences. On parle de psychologie quantique, de mémoire de l'eau, de communication directe avec les plantes. Ça ne va pas être le sujet d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a suffisamment de matière à s'émerveiller dans les sciences validées et peer-reviewed pour qu'on puisse se concentrer dessus. Je pense qu'on n'a pas besoin de croire qu'on peut changer la fabrique de l'univers avec sa conscience pour être époustouflé par l'élégance des expériences de physique quantique, ou de penser que l'architecture de l'eau change en fonction de notre humeur pour apprécier tout simplement pourquoi pas la beauté d'un flocon de neige, par exemple. Dans ta dernière vidéo, Sébastien, d'ailleurs, j'aime beaucoup une transition que tu fais. Donc ta dernière vidéo dont on vient de regarder un extrait, qui est la 3e de la série Paysages cosmiques, tu nous parles de la nébuleuse d'Orion et des pouponnières d'étoiles. Et tu emploies une approche qui est très poétique et contemplative. Et tu dis notamment que les Mayas interprétaient, d'ailleurs j'aime beaucoup ce choix du terme interpréter, la nébuleuse d'Orion comme la fumée du feu de la création. Yes. Et tu disais que la comparaison était tout à fait adéquate, puisque c'est là que naissent les étoiles. Mais j'aime beaucoup cette transition que tu fais du lyrique vers le scientifique, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que, à terme, on a un propos scientifique qu'on est obligé de complètement supprimer la poésie de ce propos. Mais absolument. Enfin, alors pour moi, faire de la science, c'est détricoter des histoires, et c'est de trouver des liens qui unissent des choses très très différentes et qui sont généralement cachées, que tu vois pas, qui sont cachées à ta perception, parce que notre perception elle est limitée. Et la science, son job au final, c'est de trouver ces liens qui nous relient tous. Et au final, quand tu crées des liens entre différents processus et que tu essaies de le partager à d'autres, ce que tu crées, c'est des histoires. Et ce qui est bien avec les histoires, c'est que si tu y mets de l'émotion, les gens ont tendance à mieux les retenir. Il y a plein d'articles de psycho et de neurosciences qui te montrent que si tu associes une émotion forte, alors ça peut être la peur, mais en science c'est pas super ouf de faire peur à des gens. Mais voilà, moi j'ai choisi l'émerveillement parce que c'est ce qui me touche dans les sciences, c'est de pouvoir se confronter à quelque chose de bien plus grand, à des échelles de temps et d'espace qui te dépassent complètement en tant que petit humain sur Terre. Et donc voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que moi ça m'émeut. Et donc voilà, c'est un peu ce que j'essaie de faire avec le Sense of Wonder et avec tout ce que je fais à côté. Mais ouais. C'est une des questions que je voulais te poser d'ailleurs, c'est qu'est-ce que tu souhaites véhiculer au travers de ton travail de communicateur de science, c'est cette émotion, cet engagement c'est cette émotion, mais c'est surtout le fait que pas besoin d'être scientifique, t'as pas besoin de réfléchir comme un scientifique pour pouvoir apprécier les résultats de la science. Il y a, comment il s'appelle lui, le mec qui a fait Sylvain Tesson, l'écrivain de... Qu'est-ce qu'il a écrit déjà ? Dans les forêts de Sibérie, qui disait qu'on n'a pas besoin de comprendre la cause pour jouir de l'effet. Et j'aime bien cette citation. J'aime pas tout ce qu'il fait, mais j'aime bien cette citation-là. Et voilà, il y a vraiment quelque chose il y a du ressenti, quelque chose de très très immédiat quand tu lis une histoire de science ou quand tu essaies de comprendre quelque chose de nouveau en science, une nouvelle théorie, un nouveau cadre, une nouvelle manière d'approcher le monde. C'est vraiment des filtres différents que tu mets sur ta perception et qui enrichissent le monde. Donc moi j'y vois une grande richesse. Et c'est quelque chose qui est sans cesse renouvelé, parce qu'au final, à chaque fois que tu réponds à une question
quand tu te poses une question et que tu vas voir ce que les sciences proposent comme réponse, ce que tu vas voir, c'est rarement des réponses en soi, mais c'est aussi 10 autres questions qui entourent cette réponse et qui te rendent beaucoup plus curieux qu'avant. Et ton monde intérieur, au final, il grandit au fil du temps, au fil de tout ce que tu découvres et toutes les régularités que tu vois dans le monde. Et ça, je trouve ça très très beau. Voilà. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as été émerveillé par les sciences? Est-ce que tu as un souvenir d'émerveillement qui était lié à d'un coup une compréhension du monde? Waouh. Ok, alors la première fois, ça doit être il y a beaucoup trop longtemps parce que franchement l'émerveillement face à l'univers, moi j'ai ça depuis que je suis tout petit. Alors moi je suis arrivé aux sciences via la science-fiction personnellement. Donc au final c'est la science-fiction qui a été ma source de sense of wonder. D'ailleurs le mot sense of wonder c'est un mot qui est très connoté avec la science-fiction. Donc c'est ce sentiment d'être confronté à l'infini du cosmos, à quelque chose de bien plus grand que soi. C'est presque spirituel si tu veux. Et il y a une spiritualité scientifique d'ailleurs, on va peut-être en parler dans les 20 minutes à venir. Mais ouais, alors, donc, moi j'ai grandi avec les Star Wars, avec les romans d'Asimov, avec les Robert Charles Wilson, avec la hard science et la fantasy spatiale. Donc ça m'a beaucoup touché à ce niveau-là, c'est cette notion de se confronter à quelque chose de très très grand, quoi. Mais de se dire que cet univers qui est très très grand, on peut l'appréhender avec nos outils de petits primates avec un cerveau limité. Et donc c'est ça qui me plaisait dans la science-fiction, c'est ça qui me plaisait avec les romans d'Asimov en particulier. Il y en a un que j'aimais beaucoup qui s'appelait La Dernière Question, qui est pour moi l'un des meilleurs romans d'Asimov. L'idée, c'est l'humanité construit un ordinateur pour répondre à la grande question sur la vie, l'univers et le reste. Et donc, cet ordinateur, il finit par grandir, il finit par devenir de plus en plus puissant au fil des générations, au fil des millénaires, parce que voilà, on n'a pas décidé de le détruire au fil des millénaires, et à chaque génération, on lui propose la même question. Et donc il va quand même traverser l'intégralité de l'histoire de l'univers comme ça, et arrive le moment de la mort thermique de l'univers. Donc il y a plus vraiment d'énergie dans l'univers, il y a plus d'étoiles, et donc il y a cette dernière civilisation qui s'éclaire avec la lumière d'une naine rouge qui pose la même question, parce que pareil, commence à se faire tard sur l'univers. Et que, voilà, à chaque fois que des civilisations lui posent cette question, l'ordinateur répond je manque de données pour répondre à cette question. Et à la toute fin à la toute fin, alors là c'est le gros spoiler donc je ne vais pas spoiler, mais voilà, il y a une grande révélation qui fait que cette histoire elle m'a beaucoup marqué, quoi. Mais c'est pas 42 du coup. C'est une histoire qui, mais c'est pas 42 malheureusement. D'accord. Moi, je me souviens. Donc voilà. Je crois que mon premier souvenir d'émerveillement, il est arrivé super tôt. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Et ça m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Ma mère m'avait dit que l'univers était infini. Et je dis, mais ça veut dire quoi infini? Elle dit, ça veut dire qu'il y a pas de frontières. Ça va très très loin. Et quand t'arrives au bord, il y a encore des trucs après. Et je me souviens que ça avait complètement explosé mon cerveau. ça m'avait mis en erreur 404. Et j'imaginais, je m'en souviens encore, cette espèce de... C'est marrant parce que j'avais une image du fond cosmologique diffus que je ne connaissais pas encore. Mais j'avais cette image voilà, dans cette forme-là avec une espèce de fond cosmologique diffus violet. Et c'était la seule... C'était à quel âge? J'avais 4-5 ans. Ah oui, ça m'avait cassé le cerveau. C'était un super souvenir. Mais la science-fiction est quelque chose de très intéressant, je trouve. On va en parler un petit peu. La littérature est pour moi une très belle porte d'entrée sur la science. On a évidemment Jules Verne, mais il y en a beaucoup d'autres qui ont réussi à susciter l'émerveillement autour des sciences. Je me demandais, est-ce que c'est l'émerveillement qui t'a amené vers l'astrophysique ou est-ce que c'est arrivé après ? Ouais, c'est plutôt l'émerveillement, mais plus pragmatiquement, c'était Disney. Ok, donc j'aime bien cette histoire. Quand j'ai 12-13 ans, je me prends de passion dévorante pour la novélisation du film Disney le plus sous-coté de l'histoire, qui est La Planète au Trésor. Et donc La Planète au Trésor, c'est une espèce de retelling de L'Île au Trésor de Robert Louis Stevenson, mais dans l'espace, donc c'est forcément mieux.
Donc voilà, j'ai trouvé le roman de ce film. Alors j'avais vu le film et j'étais tellement fan du film que j'avais lu le roman et j'étais tellement fan du roman. Et donc voilà, je l'avais lu 2, 3, 4 fois et puis je suis tombé sur ce mot-là, astrophysicien. C'était la première fois que je faisais face à ce mot-là, je savais pas ce que ça voulait dire. Par contre, le personnage qui était astrophysicien dans le film, alors qui était le comic relief du film et du bouquin, donc c'était un espèce de chien anthropomorphe, hein, donc un astrophysicien. Mais ce type, il avait un truc génial, c'était une espèce de grand manoir avec une carte de l'univers en 3D à l'intérieur. Et donc tu as cette scène où il révèle à Hawkins toute la carte de l'univers. Et enfin, cette scène, elle m'a donné des frissons, quoi. Je me suis dit, mais attends, mais c'est ça que je veux. Je veux une carte de l'univers en 3D dans la maison. Et je me suis rendu compte que ça n'existait pas. Et donc, je me suis renseigné sur le métier d'astrophysicien parce que je me suis dit que voilà, c'était la seule manière d'avoir une carte 3D de l'univers à la maison. Alors, j'en ai toujours pas, notamment parce qu'on n'a pas encore développé d'hologramme. Mais je pense que ça va venir dans quelques années. Bon, il y a déjà des gens qui font ça en réalité virtuelle maintenant, hein, notamment en utilisant les données du télescope spatial Gaia, qui est notre cartographe de l'univers à nous. Et donc qui fait la cartographie de 1 milliard d'étoiles dans la Voie lactée. Et il y a des gens qui développent en ce moment même des logiciels pour pouvoir voyager dans les cartes de Gaia de la manière la plus intime et la plus profonde possible. Et je trouve ça absolument génial. Voilà, je suis trop pauvre pour acheter des casques VR, mais j'aimerais beaucoup. C'est quand ton anniversaire, quand on informe tout le Twitch? C'est le 8 février, donné sur Utip. C'est loin. Mais c'est un chouette souvenir, j'aime beaucoup l'idée. Alors, je me souviens que cette scène m'avait transfixée aussi. Enfin, j'adore ce film et effectivement, enfin, le personnage de l'astrophysicien, de l'explorateur à travers Milo, enfin voilà, c'est toujours les nerds. C'est les personnages qui m'ont toujours attiré. Exactement. Et cette scène, elle est magique et je trouve ça génial que ce soit ça qui t'ait fait faire mais c'est ça que je veux. Je trouve ça très chouette. Mais oui. Moi, c'est marrant, Et surtout que personne autour de moi savait que ça voulait dire, quoi. C'était vraiment un mot cryptique. Donc t'avais une espèce de sentiment ésotérique, quoi, d'avoir une connaissance cachée du reste du monde. Alors c'était en plein dans ma période pseudo-science aussi, donc j'étais à fond, voilà. donc voilà. On va transitionner un petit peu vers le sujet. Moi, je me souviens que j'ai à travers mon éducation, en tout cas scolaire, j'ai mis très longtemps à comprendre que c'était la science qui m'intéressait. J'avais un fort degré d'émerveillement et de curiosité vis-à-vis du monde, mais j'ai mis très longtemps à poser le terme de science dessus. Bon, évidemment, ne serait-ce que parce que la nature nous entoure tellement qu'on a du mal à faire le lien parfois entre les deux, on les considère comme deux entités séparées. Mais aussi parce qu'on m'avait présenté les sciences comme quelque chose de froid, d'austère, de rigoureux, et où il n'y avait pas de fantaisie. Et je dis pas fantaisie au sens de fantasme, mais au sens où j'ai un ami qui fait du Krav Maga et qui adore les paillettes, et il dit « Le monde, il est plein de paillettes. » Voilà, Greg, si tu nous regardes. Mais carrément. Et quand j'avais 18 ans, je ne sais pas ce qui m'y a poussé, mais je suis allée à la Fnac de Châtelet, et je suis allée vers le rayon sciences. Et j'ai pris ça. Alors, vous n'allez pas le voir parce que j'ai mis du flou. Mais voilà. John Barrow, Une brève histoire de l'infini. C'est un super bouquin. Et ça parle de l'infini sous plein de formes, mathématiques, topologiques, topologiques. Ça parle de l'univers, ça parle du temps. Et ce livre m'avait fasciné. Il a ouvert une porte, en fait. C'était vraiment d'un coup... Enfin, c'est le fameux jaïf du... Et à partir de là, j'ai plus pu m'arrêter. Tu le fais très bien. Merci. Oh, je suis tellement touchée. Et j'ai plus pu m'arrêter à partir de là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on nous présente la science d'une façon qui n'est pas forcément pertinente et qui n'est pas forcément fidèle à l'émerveillement qu'on peut en retirer. Et du coup, ce que je me demandais, si toi, quand tu as étudié l'astrophysique, ça a brisé un petit peu la poésie que tu y percevais, ou si au contraire ça l'a renforcée. Est-ce que ça t'a apporté de l'émerveillement, ou au contraire on te l'a présenté d'une façon qui te la rendait trop sèche et t'avais besoin de trouver des sources d'inspiration ailleurs ?
Alors, il se trouve que pendant mes études, notamment quand j'étais en prépa, j'ai découvert ce truc qui s'appelait Cosmos, qui est ce documentaire fameux de l'astronome Carl Sagan, qui a été vraiment une petite révolution dans ma vie, hein, que ce soit intellectuelle ou juste émotionnelle. Donc, on peut dire que si je fais des vidéos aujourd'hui, c'est grâce au documentaire Cosmos. Donc voilà, il y a vraiment eu une inspiration très très profonde qui a changé ma manière de voir le monde. Notamment parce que Sagan avait cette manière de parler de l'univers qui était ultra lyrique. Il avait cette poésie dans sa manière d'aborder le cosmos. Donc si tu regardes Cosmos, ou si tu lis Cosmos, ou si tu lis n'importe quel bouquin de Carl Sagan, tu vas voir qu'il parle de l'univers comme un poète parle de l'univers. Et il a cette vision qui est à la fois scientifique et à la fois très très wonderifique, quoi. Je sais pas comment le dire. Où l'émerveillement est central, quoi. Et je me souviens que ça m'avait énormément touché, mais c'était aussi à l'époque où j'étais en prépa, donc l'idée c'était d'accumuler le maximum de connaissances et de formalisme mathématique en un minimum de temps, sans forcément réfléchir à ce qu'il y a derrière. Et je me souviens que ça me frustrait un petit peu le fait de devoir accumuler ces connaissances-là sans avoir le temps de prendre du recul dessus et d'assimiler ce que ça voulait vraiment dire. Et ça, j'ai eu plus ça quand j'ai continué mes études en licence, en master, en doctorat. J'avais le recul dont j'avais besoin et j'avais en face de moi des gens qui étaient passionnés. Et ça m'a quand même beaucoup aidé. C'est quand tu traînes dans les milieux académiques, tu traînes souvent avec des gens qui sont quand même presque monomaniaques sur une question. Alors ça m'a un peu. C'est aussi ce qui m'a rebuté à la fin sur la recherche, c'est que tu trouves toujours des gens qui vont réfléchir au même truc pendant plusieurs dizaines d'années. Et ça correspond pas forcément à ma personnalité, qui est plutôt. J'essaime un petit peu. Voilà, je m'intéresse à trop de choses en même temps, ce qui est pas forcément une bonne chose quand tu veux faire carrière dans les sciences, hein, en général. T'as plutôt tendance à te spécialiser, à te surspécialiser dans une sous-question d'un sous-domaine. Et on me l'a fait remarquer plein de fois dans ma carrière, donc ça, mais c'est une critique parfaitement valide en tant que scientifique. Mais du coup, voilà, c'est aussi pour ça que je me suis plus intéressé à la vulgarisation, c'est parce que ça me laissait cette liberté d'aller fouiller un petit peu dans plein de domaines différents et de faire des liens entre des domaines qui sont pas forcément liés dans la tête des gens en général, quoi. Que ce soit voilà l'histoire de l'humanité avec l'histoire de l'univers, que ce soit la sociologie, la physique, la biologie, l'anthropologie. Voilà, toutes ces disciplines qui sont généralement très séparées, avec des traditions intellectuelles et méthodologiques qui sont très très variées. Une fois que tu commences à faire des liens dans tout ça, tu te rends compte que tu peux étudier le même phénomène avec plusieurs approches différentes et que tu vois une richesse qui émerge. Et c'est ça qui me plaît aujourd'hui, je pense, dans les sciences, plus que l'astrophysique ou l'espace ou une science en particulier. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de tisser des liens entre des disciplines pour pouvoir gagner des clés de lecture en plus. Et ces clés de lecture, pour moi, elles sont primordiales si tu veux comprendre l'état du monde à l'heure actuelle, comment notre société elle évolue, comment l'univers il évolue et comment nous on essaie de trouver une place dans tout ça, quoi. C'est intéressant. Je trouve que, enfin, c'est peut-être pour ça qu'on s'entend si bien. On a la même quête, je pense, au travers des sciences, d'avoir une approche plus globale. Je pense qu'on a une recherche pas forcément d'universel, mais d'essentiel en tout cas, dans la façon dont on aborde les choses. On va passer un petit peu des médias qui parlent des sciences. Je ne vais pas parler beaucoup pour ma part des livres de non-fiction, mais je serai sur la chaîne du Grand Labo samedi à 14h30 pour leur live Good Books. Donc si ça intéresse des gens, n'hésitez pas à nous rejoindre. Moi, je parlerai un petit peu du manque, je pense, qu'il y a en France de livres de vulgarisation scientifique qui nous amènent cette dose d'émerveillement. Et je sais qu'un certain communicateur de grand talent est en train de travailler sur un livre, mais je n'en dirai pas plus. Mais je sais qu'on aura de merveilleuses choses dans les bacs d'ici quelques temps. Je te mets pas de délai pour pas... D'ici moins d'une décennie. Donc voilà, samedi 14h30 pour ceux qui voudraient discuter un petit peu de non-fiction. Et je vous invite aussi à regarder leur dernier live avec Elodie Chabrol, Léa Nguyen, Marie de la boîte à curiosité. Enfin, il y a plein de beaux mondes. Je vous invite à aller voir ça sur leur chaîne.
On parlait d'Jules Verne. Moi, je voulais parler vite fait de la poésie scientifique parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais elle a connu un essor assez intéressant au tournant du 19e siècle. Elle a été évidemment utilisée dans les écoles comme aide-mémoire, mais elle pouvait aussi prendre une tournure plus engagée. Et je me suis dit, parce qu'on ne le fait pas assez, que j'allais d'ores et déjà vous présenter ce livre qui s'appelle Muse et ptérodactyle, et que voilà, bonjour le flou. Alors attends, c'est n'importe quoi, je vais désactiver mon flou une seconde parce qu'on va pas s'en sortir sinon. C'est vrai que Floup. Ça change tellement peu de choses. Voilà, hop là. Donc, Muse et ptérodactyle qui est probablement écrit à l'envers, j'imagine, j'en sais rien. Hop là. Absolument. Merveilleux. Mais comme t'as dit le titre, ça devrait. Qui a été coédité par une de mes anciennes professeurs et qui est une merveilleuse collection de poèmes qui sont liés aux sciences, parfois les décriant, parfois les louant, parfois prenant parti dans des débats scientifiques. Et donc, je vais vous lire un poème, parce qu'encore une fois, on le fait pas assez, et que j'aime beaucoup la façon dont celui-ci est tourné. Il a été écrit par Louise Collet en 1868, et il en va ainsi. Scrutons tout pour tout percevoir, brisons les voiles de l'enfance. Le mal est fils de l'ignorance, l'être moral a pour devoir d'aller jusqu'au fond du savoir. Explorons, penseurs énergiques, le chaos des siècles passés, les gisements géologiques et les décombres entassés que l'homme en sa marche a laissés. Interrogeons ce qui subsiste de la grandeur des peuples morts. Cette étude sévère et triste brise l'orgueil de nos efforts. C'est le pain qui convient aux forts. Le doute enfante l'espérance, l'ardeur l'assaut de l'infini. Il détrône l'intolérance, si les fous croyants l'ont banni, les cœurs sincères l'ont béni. Il aiguillonne les sciences, il en est l'audace et l'éclat. Il épure les consciences qu'enflamme son apostolat, il rit quand Rome le combat. Fier vainqueur sur la terre entière, il pourchasse le dogme enfui, la logique en son ferme appui, la raison s'accompagne altière, l'âme universelle est en lui. Je ne suis pas d'accord avec tout dans ce poème, mais j'aime beaucoup le fait que le doute, l'incertitude, soit une source de motivation et d'émerveillement. C'est-à-dire que, quand bien même elle décrit la science comme froide et austère, on parle de ce qu'on ne sait pas au lieu de dire on nous a apporté quelque chose de concret et de solide, et maintenant c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a une suggestion du début d'émerveillement et de curiosité que j'aime beaucoup dans ce poème. Il est magnifique ce poème. Je l'aime beaucoup. Mais alors, le fait de faire des lives de poésie scientifique un lundi matin, je pense qu'on met la barre très très haute et franchement bravo. Bon, alors je pense que Jessica Garro s'en serait beaucoup mieux tirée que moi parce qu'elle a bien plus l'habitude de faire des lectures de poésie. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Je sais pas si tu savais, mais Erasmus Darwin, le grand-père de Charles Darwin, était un poète scientifique. Il avait écrit en 1791 Le Jardin botanique. Et ça a regroupé 2 poèmes. Il y en avait un qui célébrait l'innovation technologique et la découverte scientifique, et l'autre juste proposait une refonte de la classification de Linné, ce que je trouve assez extraordinaire. Je sais pas si tu as tout à fait, dans ta besace des lectures scientifiques, que ce soit de la non-fiction, de la fiction, à nouveau de la science-fiction, ou autre chose qui te tient particulièrement à cœur. Alors, le dernier bouquin, je pense, qui m'a vraiment retourné le cerveau, alors c'est un bouquin en anglais qui n'a pas de traduction en française, donc je sais pas à quel point je devrais en parler, mais c'est un bouquin qui s'appelle Revolutions That Made the Earth. C'est par le bio-géochimiste Tim Lanton et Andrew Watson. Et c'est une histoire de la Terre, depuis la formation de la Terre jusqu'à aujourd'hui, et des révolutions, des transitions évolutives qui ont eu lieu depuis toute l'histoire de la Terre, et du rôle que la vie a eu pour façonner la chimie et la géologie de la Terre, et inversement. Et cette idée-là, je la connaissais pas avant d'avoir lu ce bouquin, et ça te donne une espèce de perspective de 4,5 milliards d'années dans le passé. Et c'est juste incroyable. Et c'est vraiment écrit. Il y a des passages, c'est presque de la poésie, quoi. On te balance dans l'espace en regardant la Terre vue depuis l'espace et en regardant l'évolution de la Terre au fil du temps. Et voilà, c'est un très très beau bouquin. Alors c'est pas forcément super facile à lire pour des gens qui n'ont pas de culture scientifique de base. Hein. Je pense que c'est écrit pour des étudiants.
Mais pas pour des étudiants de biologie ou de géologie à la base, quoi. Enfin, moi, avec ma formation de physique, j'ai pu lire ça de manière assez fluide. Donc c'est très très sympa, très très sympa. Et ça voilà, j'ai lu ça il y a quoi, 2 ans, et ça m'a marqué. Je pense que c'est une des lectures qui m'a le plus marqué de ma vie, quoi. D'accord, ok, bon, bah, super. Bon, moi évidemment, alors, je les collectionne, hein, les livres de, de non-fiction scientifique. Je vais vous en mentionner quelques-uns. Mon préféré de ces derniers temps, c'est celui-ci. Alors, pareil, en miroir, The Age of Wonder de Richard Holmes. C'est une illustration, enfin, je dis que j'en parlerai pas, mais je vais en parler quand même, de ce que je trouve dommage dans la façon dont on aborde la science dans les livres de non-fiction français. Là, je regarde, hein, j'ai plus de 400 pages, 470 pages, qui parlent de l'évolution des sciences au tournant du 19e siècle, d'Herschel, de Joseph Banks, de l'exploration dans des contrées inconnues. 460 pages, écrites comme ça, hein, en tout petit, et ça se lit comme un roman. Et je trouve que les Américains, en tout cas c'est ma perception, peut-être que j'explore pas assez le marché français, ont cette capacité à formuler les sciences, à nous amener vers l'émerveillement qui est hyper développé, hyper naturel. Et je trouve que la science est présentée de façon encore très académique, parfois même très fermée. Je pense à mon cher ami, comment s'appelle-t-il, qui a écrit Bleu, Michel Pastoureau. Qui, dès ses premiers chapitres, parle de ses guerres de chapelle, et je suis frustrée en fait par ça, parce que je sais qu'on a affaire à des passionnés, et je regrette qu'on n'ait pas des auteurs qui ne sont pas forcément spécialisés en sciences, qui se lancent dans la recherche, qui parlent à des scientifiques, et qui nous posent sur le papier quelque chose de fascinant, qui va ouvrir des gouffres vertigineux, comme le livre que tu mentionnais, sur l'univers, sur l'histoire, sur nos sociétés. Mais je suis carrément d'accord, il y a vraiment une tradition intellectuelle qui est très très différente dans l'écriture de bouquins scientifiques entre la France et le monde anglo-saxon. Enfin, je le remarque aussi, parce qu'au final, la plupart des bouquins que je lis, ils sont en anglais, parce que je trouve pas de bouquins en français qui me titillent les mêmes les mêmes leviers émotionnels que ce que j'aime personnellement consommer. Donc après, il y a quelques contre-exemples, hein. Je pense notamment je sais pas, à Trinh Xuan Yuan, où là on est plus sur parfois Trinh Xuan Yuan, par exemple, voilà, il écrit pas mal de bouquins sur la science et la spiritualité. Alors on aime ou on n'aime pas, c'est controversé, mais il a le mérite mais comme tu dis, c'est controversé, mais il sépare les deux dans ses œuvres, en tout cas. Mais il a cette fibre-là de l'émerveillement que j'aime bien, donc j'apprécie le fait de lire ses bouquins, avec un esprit critique, évidemment. Mais ouais, on a Hubert Reeves en France qui faisait pas mal de l'émerveillement aussi. Alors c'est plus de la vulgarisation classique, donc c'est pas des histoires de science, c'est de la science. Il y a un petit côté un peu scolaire, hein, je trouve. Mais il y a cette notion d'émerveillement, mais c'est pas encore des histoires de science. Mais ouais, les bouquins qui m'ont le plus marqué, qui parlent de science, c'est souvent des Américains ou des Anglo-Saxons qui l'ont écrit, quoi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il y a un travail à faire. Et je pense que, enfin voilà, moi comme je disais, Richard Holmes, c'est pas un scientifique, c'est un auteur. Et je pense que c'est là que la différence se situe. C'est qu'en France, la science est écrite principalement par des scientifiques. Mais les scientifiques ne sont pas forcément, en tout cas la génération juste avant toi, ne sont pas forcément formés à faire de la communication scientifique. Et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas compétents dans leur domaine, ça veut simplement dire que ce sont deux domaines très différents qui demandent des compétences très différentes. Et je pense qu'il y a encore ce pas à faire d'apprendre à faire confiance, alors pas à tout le monde, hein, je pense qu'il y a des Idriss Aberkan dont on se passerait bien, mais de faire confiance à certains auteurs pour faire leurs recherches. Et je vais vous dire, la meilleure façon de savoir si un bouquin est bon, et c'est ce que je fais à chaque fois que j'en prends un, c'est que vous allez à la fin et vous regardez s'il y a les sources. Et bah voilà quoi, enfin moi chaque information elle est sourcée, j'ai une bibliographie qui m'ouvre les pages vers 30 000 autres bouquins que j'ajoute à ma liste Goodreads qui commence à, voilà, bientôt je vais péter leur serveur, et je pense qu'il y a moyen d'instaurer une confiance et il y a moyen d'instaurer une littérature scientifique de qualité en France sans y perdre en rigueur en tout cas.
Je suis carrément d'accord. Alors, j'ai eu des contre-exemples qui, moi, m'ont choqué, on va dire. J'ai un bouquin d'André Braic chez moi qui s'appelle Enfant du Soleil. Et Enfant du Soleil, c'est un bouquin qui te raconte tout l'univers, hein, depuis le Big Bang jusqu'à l'apparition du vivant. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? Ça traite de toutes les questions avec un angle ultra sérieux, etc. Mais il n'y a pas de source. Il y a 0 source. Donc, il y a plein de chiffres qui sont sortis dans tous les sens, mais il n'y a pas de source. Donc, je trouve ça aberrant en fait quand on voit la qualité de ce qu'écrit André Braic, enfin de ce qu'écrivait André Braic. Et moi ça voilà des fois j'avais envie de dire tiens mais c'est marrant cette affirmation, il la sort d'où, et je pouvais pas vérifier, et voilà, moi ça me fait mal au cœur. Mettez vos sources. S'il vous plaît, mettez vos sources partout, sur vos chaînes YouTube, sur vos threads. C'est non seulement une façon de montrer que vous avez fourni du travail, c'est aussi une façon d'instaurer un lien de confiance et de permettre aux personnes de plonger dans le rabbit hole d'informations que vous leur avez livrées. J'aimerais parler un petit peu des arts visuels. Les arts visuels, ils sont notamment beaucoup développés ces derniers temps avec les microscopes qui ont gagné en performance. Il faut savoir que en 1665, c'est ça, Robert Hooke crée Micrographia, qui est un livre magnifique avec des gravures grandes comaques. Tiens, j'ai pas mis ma caméra sur ce visuel, c'est pas grave, pas besoin de voir ma tête. Qui montre le monde microscopique pour la première fois au public. Et évidemment, on a les télescopes avec Hubble qui nous ont ouvert des portes incroyables sur les mondes distants. Donc voilà, je pense que la découverte du microscope et du macroscope a permis de réenchanter un petit peu les sciences et de comment dire, renforcer le lien entre le public et les sciences. Je pense que Hubble, notamment, a fait une vraie transition là-dedans. D'ailleurs, il est arrivé pendant les années 90, et les années 90 ont connu une explosion des médias autour des sciences, notamment au cinéma, mais pas exclusivement. Quel est d'ailleurs ton film parlant de science préféré qui met en avant elle est dure cette question. Elle est vachement dure cette question. Jurassic Park, j'avais envie j'avais envie de répondre Contact. J'avais envie de répondre Contact, mais il y a plein de films en fait qui m'ont plutôt marqué. Il y en a même un qui m'a surpris. Il s'appelle High Origins. Je sais pas si tu l'as vu. Oui. C'est un film qui parle de créationnisme avec un point de vue scientifique, et en fait c'est un film qui parle de méthodes scientifiques mais où la conclusion est créationniste. Donc c'est un bouquin c'est un film qui m'a pas mal surpris, qui m'a rendu un peu perplexe, mais le traitement de la science dans le film, j'ai trouvé vraiment vraiment très bien en fait. Alors, je l'ai pas revu depuis, je l'ai vu qu'une seule fois, mais je me rappelle que ça m'avait marqué. C'est une expérience, ce film, il est très particulier, c'est un film à petit budget, donc on a cette qualité des films à petit budget qui ont une dimension très métaphysique, mais c'est vrai qu'il laisse pas indifférent. N'hésitez pas à le chercher, c'est I, il me semble que c'est... Alors, je sais plus comment c'est I, c'est la lettre ou c'est l'œil? Parce que j'ai un œil sur l'affiche, je crois. Ah, je sais plus. Justement, il jouait avec ça. Ouais. Mais non, je sais plus. Alors, si les gens dans le chat ont la réponse. Voilà, il est sorti en 2014 pour ceux qui voudraient le voir. Alors, je vais rajouter ma caméra parce qu'on n'est pas des bêtes quand même. Ah, mais voilà, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Pouf. Je voulais pas... Il y a un autre film que je trouve qui parle extrêmement bien de science, c'est Europa Report, qui est très très peu connu. Je connais pas celui-là. C'est un tout petit film, tout petit budget aussi, de science-fiction, mais c'est un peu c'est un peu le film qui est à l'exobiologie ce que Interstellar est à la science-fiction, quoi. C'est vraiment c'est un film qui te marque. Alors on l'aime ou on l'aime pas. Il y a des gens qui le détestent. Moi, je comprends pas parce que moi, je suis tombé absolument fan de ce film. Mais c'est un film que personne ne connaît et qui parle c'est des astronautes qui se posent sur Europe, une des lunes de Jupiter, et qui essaient de faire de la science sur une lune de Jupiter avec les outils qu'ils ont. Et il y a tout c'est écrit comme un thriller dans un huis clos. Et voilà, c'est un film qui m'a mis sur le cul, quoi. Il y a quelqu'un qui vient de le suggérer dans le chat, et quand tu l'as dit, il a fait « Ah ben voilà !» Voilà. J'en parle parce que personne n'en parle en général, tout le monde dit Interstellar, tout le monde
Gravity, et j'en ai marre qu'on parle toujours des mêmes films, donc celui-là il est bien. Il y a une chaîne YouTube dont je voulais parler qui joue beaucoup sur la science et l'émerveillement. Tu vas peut-être déjà deviner de qui je parle. Il était peu connu à l'époque et il a sorti une vidéo sur le futur de l'univers qui lui a apporté 33 millions de vues et d'un coup 1 million d'abonnés. C'est Melody Sheep, que je suis déjà depuis quelques années et qui faisait à l'époque des vidéos musicales où il utilisait de l'autotune pour transformer des interviews de scientifiques, et notamment Feynman, en morceaux de musique, ce que je trouvais très chouette et très pédagogique. Et voilà, il a sorti une magnifique vidéo qui s'appelle Le futur de l'univers, où il va jusqu'à la enfin, on sait pas trop en fait, on est basé sur des théories, c'est très recherché, très documenté, mais voilà, il dit, peut-être Big Crunch, peut-être réémergence de l'univers, on sait pas, mais il fait je trouve que c'est vertigineux comme vidéo. Par son... Ouais, je suis d'accord, c'est une de mes meilleures vidéos de 2019, je crois. Ouais, il me semble que c'est 2019. C'est hallucinant. Enfin, je pense que tant qu'on n'a pas mis le nez dans l'astrophysique, on se rend pas compte combien de temps l'univers a après la mort de la Terre. Quand on n'est même pas dans l'enfance, on est dans les premières secondes de l'univers. Et je trouve que cette vidéo, c'est un mindfuck total que j'aime énormément. Je sais pas si tu as d'autres chaînes à recommander sur l'émerveillement spécifiquement et les sciences, l'astrophysique ou autre. Oui. Alors, je vais pas recommander une chaîne d'astrophysique, je vais recommander une chaîne de microscopie. Donc, c'est une chaîne qui s'appelle Journey to the Microcosm, qui est tenue par Hank Green, un des Vlogbrothers. D'accord. Et c'est une chaîne qui parle du monde microscopique avec un type qui fait que des vidéos de microscope. Donc, t'es plongé dans le monde microscopique des tardigrades, toute une faune que tu connais pas forcément et qui tient sur une goutte d'eau. Et c'est raconté, alors c'est de l'ASMR, c'est raconté de manière très douce par Hank Green qui pose sa voix, donc c'est une espèce de Patrick Beau local. Et c'est très très agréable à écouter, franchement, tout est mis sur une musique extrêmement douce. Enfin, moi, avant de m'endormir, c'est génial comme truc. Et ça traite de sciences ultra sérieuses, ça traite de comment est-ce que ces microbes survivent dans leur milieu, ça parle de comment des tardigrades se reproduisent, ça parle d'orgies de tardigrades. Et c'est vraiment des sujets surprenants, quoi. Et ils font ça toutes les semaines, chaque semaine, t'as un épisode nouveau. Et moi, c'est vraiment ce qui se fait de mieux sur YouTube aujourd'hui. Personnellement, c'est ce qui me touche le plus. C'est fou, j'en ai jamais entendu parler. Je pense que ça te plairait beaucoup. Je pense que je vais aller voir parce que les orgies de tardigrades, je pense que c'est la meilleure occupation de confinement ever. On est d'accord. Sur la scène française, on a aussi Chemical Bouillon qui fait des vidéos très contemplatives, presque psychédéliques au microscope, et on a le projet Lutécium. Qui fait de très belles vidéos qui pour le coup il me semble sont exclusivement des vidéos d'imagerie microscope qui sont issues d'expériences qui font le fruit d'articles si je me trompe pas. Carrément. Est-ce que tu as d'autres suggestions pour ce qui est des médias qui parlent de science, ou est-ce qu'on part un peu plus vers le sentiment d'émerveillement, ce que les scientifiques vont en dire? Alors, j'ai peut-être une dernière recommandation, mais c'est vraiment parce que je l'ai fini il y a 2 jours. C'est un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wilds. J'en ai entendu parler, il a l'air tellement bien. il est juste... voilà, j'ai rarement eu des jeux vidéo qui m'ont donné autant de frissons que celui-là. Et voilà, si je procrastine sur l'écriture depuis quelques jours, c'est essentiellement à cause de Outer Wilds qui te laisse sur le cul, quoi. L'idée, c'est que t'es un alien qui a émergé sur une petite minuscule planète, et tu vas faire ton premier jour en tant qu'astronaute. Donc tu vas dans ton petit vaisseau spatial en bois et c'est très artisanal, c'est très très chou. Et tu meurs beaucoup. Et tu vas visiter. Ouais, tu meurs beaucoup. La mort est centrale dans le jeu. Alors, c'est difficile de parler de Outer Wilds sans le spoiler, donc je vais pas vraiment en parler beaucoup. Mais l'idée, c'est d'explorer un minuscule système solaire avec plein d'idées ultra créatives. Et tu découvres au fil du temps ce qui se passe dans cet univers, et tu découvres là une espèce de race d'aliens qui a évolué il y a plusieurs générations, et tu découvres leurs ruines, et t'essaies de traduire leurs messages qu'ils ont laissés sur les murs, et il y a plein d'idées qui sont absolument géniales, et ça met l'exploration et l'émerveillement au centre de l'histoire, quoi. Donc t'es jamais safe dans ce jeu. Tu peux te faire tuer par absolument n'importe quel phénomène de l'univers.
mais en même temps, t'as ce sentiment de tu explores l'univers parce que tu es curieux et pas pour une autre raison, quoi. T'essaies pas de gagner, t'essaies pas de tuer des ennemis. C'est vraiment, t'explores cet univers et à la fin, t'es juste. Ah J'ai hâte d'y jouer. Je l'ai découvert il y a quelques jours et il a l'air vraiment extraordinaire. Et j'aime beaucoup l'idée que la mort soit centrale justement là-dedans, qui est dès le début, qui te remette à ta place de petites choses dans l'univers. J'ai fort hâte. J'ai fort hâte. Voilà, On va parler un petit peu du sentiment d'émerveillement parce que je me doutais que ça allait passer beaucoup trop vite et qu'il nous fallait 3 heures pour aborder tout ce qu'on voudrait. Normal. Je vais vous parler de quelqu'un que j'aime beaucoup, à peu près autant que Sébastien aime Carl Sagan. C'est un certain Richard Feynman dont j'ai plein de bouquins. Celui-ci aussi, d'ailleurs, Technique spatiale, si tu regardes, merci. Richard Feynman, alors c'est amusant parce que j'ai noté sa citation hier, et puis quand je t'ai demandé si tu avais des choses à m'envoyer, tu me l'as envoyé aussi, parce que c'est une citation qui parle beaucoup aux gens du monde scientifique sur ce qu'il est de l'émerveillement des sciences. Et je vais vous la lire. Il écrivait dans The Pleasure of Finding Things Out, qui est... Je crois que je l'ai. C'est celui-là. Non mais voilà. Ah, je l'ai pas lu celui-là. Il est tellement chouette. C'est le meilleur pour moi. Il dit « J'ai un ami qui est artiste et qui a parfois adopté un point de vue avec lequel je ne suis pas particulièrement d'accord. En tenant une fleur, il me dira « Tiens, regarde comme c'est beau » et j'approuverai. Puis il affirmera « Moi, en tant qu'artiste, je peux voir à quel point c'est beau. Mais toi, en tant que scientifique, tu dissèques tout et tu rends les choses sans saveur. » Et lui, il se dit il est un peu jeté. Tout d'abord, dit-il, la beauté qu'il voit est accessible à d'autres et à moi aussi, selon moi. Bien que je ne sois peut-être pas du même niveau de raffinement esthétique que lui, je peux apprécier la beauté d'une fleur. Et par ailleurs, je vois bien plus de choses à son sujet qu'il n'en perçoit. Je peux imaginer les cellules intérieures, les actions compliquées qui se jouent dans la fleur même et qui ont aussi leur beauté. Je veux dire, la beauté ne se trouve pas seulement à cette échelle, à 1 centimètre, il y a aussi de la beauté à plus petite dimension, la structure interne, les processus. Le fait que les couleurs de la fleur aient évolué pour inciter les insectes à la polliniser est intéressant. Cela signifie que les insectes peuvent voir la couleur, et cela amène une autre question. Est-ce que cette perception esthétique existe également chez les formes de vie inférieures ? Pourquoi est-ce esthétique ? Toutes sortes de questions intéressantes qui font que la connaissance scientifique ne fait qu'ajouter à l'excitation, au mystère et à l'émerveillement que suscite une fleur. Elle ne fait qu'ajouter, je ne vois pas comment elle pourrait soustraire. Voilà, moi je trouve que... Tellement d'accord avec ça. J'adore cette citation. On arrive. Ouais, d'ailleurs il y a une vidéo d'une interview de Feynman où il ressort la même citation, quoi, la même ode à la fleur, quoi. Et c'est... Ouais, quand tu mets une musique inspirante dessus, ça fait tout de suite très cool. C'est comme Pale Blue Dot, tu peux pas... Tu regardes ça quand Exactement. ça va pas. C'est assez extrême. Est-ce que tu veux me parler un petit peu de ce que tu m'as envoyé hier ? Ouais, alors moi j'aimerais parler d'un truc, Ok, donc on a parlé pendant 50 minutes là de toute la beauté vraiment... qui vient des sciences, qui vient de cette perception, de ces paysages cosmiques, de ce côté vraiment visuel, de ce côté vraiment émotif des sciences. Et moi, j'aimerais parler d'un autre type de beauté qui est plus difficile à communiquer pour des gens qui ne font pas de la science. C'est la beauté intellectuelle à laquelle tu fais face quand tu fais face à une équation, une belle équation mathématique, à une structure, un cadre théorique qui te donne des nouvelles clés de lecture sur le monde. Et voilà, donc moi j'avais une petite citation de Henri Poincaré que j'ai découverte il y a 2 jours, et j'aimais beaucoup sa vision du truc. Il disait: le savant n'étudie pas la nature parce que cela est utile, il l'étudie parce qu'il y prend plaisir, et il y prend plaisir parce qu'elle est belle. Si la nature n'était pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être connue. La vie ne vaudrait pas la peine d'être vécue. Je ne parle pas ici, bien entendu, de cette beauté qui frappe l'essence, de la beauté des qualités et des apparences. Non pas que j'en fasse fi, loin de là, mais elle n'a rien à faire avec la science. Je veux parler de cette beauté plus intime qui vient de l'ordre harmonieux des parties, et qu'une intelligence pure peut saisir. Alors, je ne sais pas ce qu'une intelligence pure peut saisir, hein, personnellement, j'en suis pas. Mais par contre, je sais que dans mes études et au cours de mes recherches, j'ai ressenti
personnellement cette espèce de plaisir de connecter des idées entre elles et de voir des équations qui sont belles. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une équation est belle? Alors je suis tombé sur une étude qui est parue en 2014 qui s'appelle The Experience of Mathematical Beauty and its Neural Correlates. C'est sorti dans le journal Frontiers in Human Neuroscience. Et l'idée, c'est que voilà, c'est des chercheurs britanniques qui ont mis 16 mathématiciens dans un IRM et qui leur a projeté des équations mathématiques. Alors, il y en avait une soixantaine. Et l'idée, c'était de les noter, alors selon les mathématiciens, pour voir si au final, ils mentaient pas un peu quand ils disaient qu'ils trouvaient des équations belles. Et ils les ont foutus dans un IRM pour savoir quelle serait la réponse de leur cerveau. Alors, je sais pas si tu as le... Je l'ai mise, oui, je l'ai mise à l'écran. Les images, ok, super. Donc, ce que je te propose, c'est de projeter celle avec les deux équations. Ouais, pas de souci. Alors, je les ai séparément, les équations. Donc, j'ai la première. Ah oui, si, c'est ça. Ok. Je l'ai. Super. Alors, il y a deux équations. Il y en a une, c'est l'identité de l'air, et l'autre, c'est les séries de Ramanujan Soto. Et donc, voilà, il y en avait une soixantaine des comme ça. Je vous laisse deviner laquelle a été jugée la plus belle et laquelle a été jugée la plus moche. Alors, est-ce que tu as une idée, toi, J'imagine que la première a été jugée la plus belle. On parle souvent d'élégance dans les sciences, et l'élégance et la simplicité. Exactement. Donc pour le coup, celle qui est à droite, là, qui est une approximation de 1 sur pi, elle a été jugée la plus laide par la plupart des mathématiciens. Et donc, il y a vraiment un sentiment esthétique qui est lié aux mathématiques. Et en fait, je me suis rendu compte que il y avait un sentiment qui était partagé par beaucoup de physiciens, essentiellement des physiciens théoriciens, de cette élégance comme d'un guide qui guide les théories scientifiques. Alors on peut se dire que c'est un peu bizarre, parce qu'au final, ce qui va juger l'efficacité d'une théorie, c'est son rapport à la nature, c'est comment elle va être jugée face à l'expérience, face aux observations, face aux données. Et en fait, plus je me suis plongé dans les écrits de Paul Dirac, d'Albert Einstein, de Richard Feynman, etc., plus je me suis rendu compte que c'était partagé par beaucoup de gens, beaucoup de théoriciens, ce sentiment-là de... On trouve moins ça chez les expérimentateurs, par exemple, qui ont une approche vraiment beaucoup plus pragmatique de la réalité. Mais il y a beaucoup de théoriciens qui tombent amoureux de leur théorie, quoi. Et alors, j'ai trouvé une citation de Werner Heisenberg, donc l'un des pères de la physique quantique, qui, alors, il a 23 ans en 1925, et il raconte la découverte de son formalisme mathématique qui va révolutionner la physique quantique. Alors son idée, c'était de changer de formalisme pour expliquer mieux la structure de l'atome. Et donc il est sur une île, Heligoland, et il raconte, il disait, voilà, il n'y avait rien à Heligoland qui pût me détourner de mon travail. Quelques jours me suffirent pour me débarrasser du lest mathématique qui se présente toujours au début de ce genre de calcul, et pour trouver une formulation mathématique simple. Un soir, j'étais finalement arrivé au point où j'étais en mesure de déterminer les divers termes contenus dans une table des énergies. Ce ne fut que vers 3 heures du matin que le résultat complet du travail se trouvait enfin devant moi. J'avais l'impression qu'il m'était donné de regarder, à travers la surface des processus atomiques, un phénomène plus profond, d'une étrange beauté intérieure. Et j'avais presque le vertige en pensant qu'il me fallait maintenant étudier cette foule de structures mathématiques que la nature avait étalées sous mes yeux. J'étais si excité qu'il ne pouvait être question pour moi d'aller dormir. Je quittai donc la maison au moment où le jour commençait à poindre. Je me rendis à la pointe sud du haut pays et j'attendis le lever du soleil. Donc voilà, il y a cette vision un petit peu romantique de la découverte scientifique. On est quand même sur une réaction émotionnelle qui se rapproche de la révélation presque divine, quoi. Et je me suis rendu compte que voilà, c'était partagé par beaucoup de physiciens théoriciens, au point même que certains ont tendance à préférer l'élégance mathématique à la vérité, enfin à l'approximation avec les données. Et un des physiciens les plus prolixes à ce niveau-là, c'était Paul Dirac. Alors, Paul Dirac, c'est aussi un des pères de la physique quantique du XXe siècle. Hein. Et
Et voilà, donc lui, ce qu'il disait, c'est que voilà, le mathématicien joue à un jeu où il invente lui-même les règles, tandis que le physicien joue à un jeu où les règles sont fournies par la nature. Mais au fil du temps, il devient de plus en plus évident que les règles que le mathématicien trouve intéressantes sont les mêmes que celles que la nature a choisies. On devrait être très influencé par des considérations de beauté mathématique. Donc c'est quelque chose qui est vraiment moteur pour beaucoup de physiciens. Et je trouve ça vraiment passionnant. C'est quelque chose qui remonte dans les racines philosophiques de la discipline de la physique, hein, de Platon à Aristote, en passant par Pythagore. Et voilà. Donc, il y a cette notion, là, tu sais, que le vrai et le beau sont quelque chose de corrélé. Quand tu trouves une structure qui est belle, elle est forcément plus vraie qu'une structure qui est pas belle. Alors évidemment, ça marche pas toujours. Et il y a évidemment des dérives dans lesquelles toutes les pseudosciences sont tombées, hein, un jour ou un autre. Si un jour vous avez vu des théories à la Nassim Haramein où il va te décrire l'intégralité de l'univers avec des tores, avec des figures géométriques ultra simples qui ressemblent à des mandalas. Et évidemment, il va mettre un petit peu de mysticisme dans tout ça et un petit peu d'histoire de civilisation disparue qui avait une sagesse cachée. Et forcément, voilà, toutes les pseudosciences tombent dans ce piège. Mais je trouve fascinant le fait que des physiciens très sérieux sont à fond dans cette espèce de mysticisme des mathématiques qui parfois donne lieu à des résultats qui sont considérés comme beaux par la communauté scientifique. Alors l'exemple le plus parlant, c'est la relativité générale, hein, avec son idée ultra simple si on met de l'énergie et de la matière quelque part, elle va courber l'espace et le temps en même temps, et que cet espace-temps, c'est une entité mathématique qui est donnée, qui n'est pas figée, on peut l'étendre, on peut la comprimer. Et tout ça est exprimé par les équations d'Einstein qui peuvent être écrites en une seule ligne. Et je trouve ça... alors, la plupart des gens à qui on montre cette équation, ils vont tendance à avoir peur ou à être complètement perplexes. Mais tu montres ça à un physicien, et le physicien, il va voir la beauté du formalisme, il va voir la beauté qui vient de la concision dans laquelle tu vas encapsuler cette idée qui est ultra puissante au final et qui permet de prédire les mouvements des planètes, des étoiles, des galaxies à des échelles très très différentes, très très variées et sur des échelles de temps extrêmement longues. Donc il y a vraiment ce sentiment là une théorie qui est belle peut être vraie, peut s'approcher du vrai parce qu'elle est belle. D'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus parce que je sais que, en tout cas, tu l'as dit publiquement, donc je me permets de le souligner. Tu étais adepte de pseudosciences à un moment où, en tout cas, tu avais envie de croire à certaines théories pseudoscientifiques. Est-ce que tu notes une différence entre la beauté que tu trouvais dans ces pseudosciences et la beauté que tu trouves dans les sciences ? Est-ce que tu sens qualitativement qu'il y a une différence entre les deux ? Est-ce que tu trouves la même quantité de beauté dans les sciences que dans les pseudosciences, ou les pseudosciences ont quand même un attrait plus important ? Alors en fait, ce qui est marrant avec les pseudosciences, c'est que l'attrait que tu peux y trouver, il est souvent dû au fait que tu as l'impression d'avoir accès à une vérité ésotérique très très rapidement. Donc il suffit d'avoir lu 3 sites complotistes pour pouvoir avoir... voilà, t'as lu 3 pages internet, t'as vu 3 diagrammes avec des mandalas un petit peu jolis, et tu te dis, voilà, j'ai accédé à une clé de compréhension de l'univers. Et en fait, quand tu vas vers la beauté mathématique qui sont décrites, qui est vantée par de la physique théorique, ça te demande des années pour juste comprendre pourquoi est-ce qu'une théorie est belle, pourquoi est-ce que les gens trouvent cette théorie belle. C'est un plaisir qui est acquis. C'est un peu comme un bon vin ou comme apprécier l'art contemporain, tu vois. C'est quelque chose qui est pas comme dirait Poincaré, quoi. C'est pas issu d'essence, c'est pas quelque chose d'immédiat. Ça demande d'être apprécié sur le long terme et ça demande d'être réfléchi sur des années et des années. Et c'est ça la différence que j'y vois, c'est qu'il y a déjà une barrière conceptuelle, quoi. Tu peux pas. Tu peux comprendre que la physique quantique ou la relativité générale, c'est quelque chose de beau parce que tu vois que certaines idées très très simples permettent d'expliquer plein de choses. Mais si tu veux vraiment voir la beauté qui est derrière tout ça, il faut que tu te plonges dans les calculs. Il faut que tu vois pourquoi est-ce que tout ça est cohérent et pourquoi est-ce que ce formalisme, il est beau, quoi. Il permet d'encapsuler plein de concepts de manière ultra concise. Et une fois que tu as acquis ce sentiment-là, ce sens de la beauté, et ben c'est quelque chose qui te lâche jamais, en fait. Et t'as beau voir... voilà,
quand tu vois des calculs sur un tableau, tu vois pas juste les cours de maths qui t'ont traumatisé quand tu étais au collège, tu vois une harmonie dans le monde, quoi. Et c'est ça que je trouve beau. C'est intéressant, enfin, je me rends compte en fait que les pseudosciences, elles fonctionnent sur la base de l'ego, alors que les sciences fonctionnent sur la base de l'humilité, dans le sens où les pseudosciences vont te donner l'impression de mieux comprendre que les autres, d'avoir accès à un savoir auquel les autres n'ont pas accès, et ça te place souvent au centre ou au-dessus des autres, c'est-à-dire les Atlantes ont existé et peut-être que tu as quelque chose d'eux, ou alors tu résonnes avec l'univers, alors que les sciences, elles nous remettent à notre place pour ensuite nous faire mieux ressentir la beauté de la construction à laquelle on appartient, à laquelle on participe. Et je trouve ça vraiment, vraiment beau. Alors en tout cas dans l'idéal, alors, j'aimerais romantiser autant la science que toi. Alors personnellement j'ai cette vision de la science, mais il faut savoir que la science elle est faite par des humains, et les humains ça a des égos. donc on se trouve beaucoup, et essentiellement en ce moment dans la sphère médiatique, je sais pas si tu as remarqué, mais les égos de certains scientifiques transparaissent énormément par rapport à l'humilité que devrait nous procurer la méthode scientifique, et le fait de cette approche collective à la connaissance. Voilà, il faut savoir que la science c'est essentiellement un processus collectif, hein, ça dépasse un petit peu, ça transcende les individus, mais dans la manière dont elle est faite essentiellement aujourd'hui, on peut mettre en avant des égos, et en général, ça fait du bien à leur carrière quand ils mettent leurs égos en avant. Donc, il y a cette tension entre la manière dont on aimerait bien pratiquer la science et la manière dont elle est faite à l'heure actuelle, et dont elle est perçue par le grand public. Et bon, il y a plein de soucis à régler, mais on y travaille. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, dans le cas, on va pas mentionner le nom du monsieur, mais ceux qui sacheront le reconnaîtront, on a justement un problème de méthodologie scientifique, ce qui prouve bien que... Enfin, je veux pas faire des théories à la noix, mais que là où on met trop d'ego, la méthodologie casse. Généralement, il faut réussir à faire preuve de ce travail d'humilité, et c'est pas se considérer comme un petit grain de poussière dans le néant qui n'a aucune valeur, c'est au contraire prendre conscience de ce qui nous entoure pour apprécier la complexité dont on participe. Et je trouve que c'est une belle leçon. J'adorerais en parler pendant encore 3 heures avec toi, mais ça fait 1 heure, et j'ai promis au Café des Sciences que j'allais libérer la chaîne. On fera peut-être crier dans le chat si vous voulez un épisode 2, parce qu'on a encore plein de choses à dire. Je voulais vous parler des objets de science, voilà, je vous avais apporté un moteur Stirling, j'avais apporté plein de choses, j'ai encore plein de bouquins à vous partager, mais bon, on va pas avoir le temps. Merci beaucoup, Sébastien. On fera un autre live de 6 heures. Ouais, c'est ça. On fera une lecture... J'en ai déjà fait. Il y a des gens qui crient oui dans le chat, je suis joie. On se fera des lectures de poésie et de textes scientifiques. Tu nous feras des lectures d'équations, ce sera merveilleux. Grave. Merci beaucoup d'être... Merci à toi pour l'invitation, c'était vachement cool. Ouais, c'était super chouette. Merci à tous de nous avoir rejoints, c'était un vrai plaisir. Merci encore une fois au Café des Sciences, et puis on se retrouve vendredi pour un live avec le Point Génus sur les inventeurs et les entrepreneurs. Bonne semaine à tous, bon confinement, et à bientôt. Salut!